Non. En fait, moi, j'ai fait des choix et j'ai assumé mes choix. Voilà. Je pense que ça, c'est un point qui est important. J'ai fait des choix, j'ai assumé mes choix. Je pense que quand on parle de sacrifice, c'est qu'en fait, on n'assume pas totalement son choix. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. On démarre cet épisode de Beyond the Role avec Corinne Léger-Licoine. Merci infiniment d'être parmi nous pour cet enregistrement. Merci beaucoup. Ravie d'être avec vous ce soir. De même, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu es du coup DGA en charge du secrétariat général aujourd'hui à la Banque Postale Leasing et Factoring. Tu as aussi eu tout un parcours. On va certainement aller dans la discussion et tu vas nous partager quelques points autour de ce parcours-là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu es aussi maman d'une fille de 19 ans, mais aussi tu as une casquette de coach que tu fais aussi encore de temps en temps. Tu as été formée et de temps en temps, tu va aussi sur cette partie-là et sur cette manière-là de voir le monde avec cette casquette de coach. Merci encore d'être là. On va parler longtemps de ton parcours, de tes conseils et de tes stratégies parmi ta grande expérience. Moi, je suis ravie de t'avoir parce que tu as aussi la casquette dans un monde assez autour de la finance et je pense que c'est un point qui est important quand on est femme d'avoir cette vision aussi de la finance, de ce que tu en as vu. Peut-être que tu as pu voir aussi peut-être des biais autour de ça, je sais pas. Donc, je serais vraiment ravie d'avoir ton retour sur tous ces points. On va démarrer avec la première question que je pose à tout le monde. Quelle est ta propre définition du leadership ? Alors, c'est toujours compliqué, je trouve, de définir le leadership parce que on a toujours tendance à se référer aux définitions très académiques. Et en fait, moi, j'ai une définition qui est très pratico-pratique. Je pense que le leadership, c'est quand on a une capacité, finalement, à mobiliser, entraîner les personnes que l'on a autour de soi, simplement par, je dirais quasiment une présence, une façon d'être, une façon de se comporter avec les autres. Souvent, on m'a dit: «Ah, il faut se former au leadership». Je crois qu'on peut, oui, apprendre des techniques, mais en fait, malheureusement, soit on a du leadership, soit on n'en a pas, et ne pas en avoir n'est pas grave. En fait, et c'est ça souvent sur lequel on se trompe, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent: «Moi, j'ai absolument besoin d'avoir du leadership, j'ai du leadership», et cetera. Ça dépend en fait, des situations, des positions dans lesquelles on est, et donc ça n'a pas, ce n'est pas un but en soi, voilà. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont une capacité à entraîner très facilement les autres personnes, dans des aventures, dans du changement, de façon professionnelle, de façon personnelle, et parfois ce qui est amusant, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont aucun leadership professionnel parce qu'en fait ils se réfrènent, alors qu'ils en ont beaucoup, dans leur vie personnelle, et inversement, des personnes qui n'ont pas de leadership, dans leur vie personnelle parce qu'en fait ils n'en veulent pas, ils ne le souhaitent pas, c'est pas leur façon de fonctionner, et puis qui vont en avoir dans leur, vie professionnelle. Voilà, donc le leadership, pour moi, c'est une capacité à entraîner les autres, à embarquer, à emmener les autres, voilà, dans des aventures, dans des changements, dans des choses nouvelles. J'adore, ça revient quand même souvent dans vos définitions du leadership, cette idée qu'il y a un leadership partout en fait. On l'associe beaucoup au monde professionnel, mais en fait, il est tout le temps présent un peu partout, dans l'association avec laquelle on est le week-end, dans notre association de sport, dans notre communauté personnelle, dans nos amis, dans celle qui va gérer ou celui qui va gérer telle ou telle vacances qu'on va faire entre amis. Bref, c'est un peu partout et ça revient en fait, cette idée-là de sortir en fait le leadership de cette idée uniquement professionnel, uniquement autour du management aussi, parce que le leadership finalement c'est bien au-delà de ça, et t'as pas forcément du leadership que quand t'es manager non plus, donc hyper intéressant. Tu m'as parlé aussi dans ton leadership cette idée d'embarquer les autres, voilà, de booster, d'aller amener les autres vers quelque chose. Ça me permet de passer bien évidemment à la deuxième question que je pose tout le temps sur l'ambition féminine. Quelle est ta définition de l'ambition féminine, de ce concept-là? Alors,
je me suis toujours posé la question de savoir s'il y avait une ambition féminine ou si finalement on avait la même ambition. Parce que c'est pas si évident que ça et je trouve que, heureusement les choses bougent, les lignes bougent donc de ma génération, parce que moi je suis quand même d'une génération maintenant, qui est plus près de la retraite que du démarrage, de sa carrière. C'est vrai que quand une femme réussissait, on disait: «Elle est ambitieuse», mais il y avait une connotation négative. Les femmes n'avaient pas à être ambitieuses, voilà. Hem, je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué. Je pense que les femmes, alors de ma génération, c'est quand même, faut être honnête, pas mal battu, voilà, pour arriver. Donc, on a été chercher par notre professionnalisme à être reconnus et non pas par, comment dire, parfois je trouve que les hommes s'appuient beaucoup sur des réseaux importants d'hommes ce qui est moins le cas des femmes. Les femmes, en fait, elles vont développer leur ambition par une reconnaissance de leurs compétences et de leur aspect professionnel. Voilà. Donc c'est un peu ça qui ferait la différence entre une ambition masculine et une ambition féminine. L'autre chose, c'est que je pense que j'avais, c'était, je me rappelle très bien enfin, d'avoir discuté dans des groupements de femmes. Et en fait, c'est vrai que ce qui ressort quand même, c'est que je pense qu'aussi l'ambition féminine est moins basée sur la testostérone. Et donc, voilà, Christine Lagarde le disait très bien dans une interview, hein, voilà, plus d'ambition, moins de testostérone, ça cite. Et une fois, je crois que quand elle dit ça, elle a totalement raison. Et ce qui fait qu'on est moins tourné vers notre ego, mais plus tourné vers la réussite. Et on est souvent plus tourné vers la réussite de nos équipes plutôt que notre réussite propre. Alors, le souci, c'est que, en fait, quand on est dans un monde d'hommes, euh, et ça a été souvent le cas pour un certain nombre d'entre nous, ben, on a tendance, en fait, à copier ce que l'on voit autour de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes femmes, voilà, qui viennent me voir parce que voilà, elles me demandent mon avis, de l'aide, voilà. Elles sont très sur le modèle masculin parce que je pense que nous, on n'a pas assez parlé du modèle féminin. Et donc, moi, aujourd'hui, tout mon but, c'est de me dire que si je réussis à développer un modèle d'ambition féminine avec des codes féminins, alors je serai très heureuse. Voilà. Merci, c'est passionnant. Dans ce que tu dis, alors il y a plein de choses auxquelles j'ai envie de te poser des questions sur tout ce que tu viens de dire. Il y a déjà la première question que je vais te poser, je pense que ça va être autour de... tu parles du réseau et de voilà l'importance que ça a sur l'évolution et l'élévation finalement des hommes dans les sociétés et dans les entreprises. Quand je parle de société, je parle vraiment des entreprises du monde professionnel. Comment est-ce que tu le vois toi dans ton monde à toi, l'impact que ça a eu le réseau? Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu es resté sur cette thématique très j'attends, je suis hyper professionnelle, j'attends une reconnaissance de mes équipes? Est-ce que tu vois comment est-ce que tu as utilisé cet outil-là qui pour moi est très important en effet. C'est quelque chose que j'essaye d'infuser un petit peu petit à petit chez les managers voilà qui aspirent à aller plus haut. Comment est-ce que toi tu l'as vécu dans ton parcours? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que moi, j'ai eu la possibilité de travailler dans plusieurs établissements. J'ai travaillé dans des établissements très franco-français. Et puis j'ai eu la chance quand même de travailler pendant très longtemps dans un groupe anglo-saxon, HSBC pour pas le nommer, pendant près de 19 ans, où là j'ai rencontré des cultures, parce que HSBC c'est une multitude de cultures et des codes très différents de ce que on pouvait avoir en France. Euh, Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a plus de 35 ans dans les banques françaises, finalement, il y avait très peu de femmes sur des postes de management. Alors, le management intermédiaire, il y avait pas mal de femmes, parce qu'il fallait mettre les mains dans le cambouis. Et donc là, on trouvait les femmes, il n'y avait pas de difficulté. Dès qu'on passait au cran au-dessus, c'était beaucoup plus difficile. Alors, plein de raisons à ça, bon, sociétales, enfin, etc. Mais euh, j'ai très vite compris que effectivement les hommes entre eux étaient capables de se coopter, ce que nous n'étions pas capables de faire.
Voilà. Et quand une femme était arrivée quelque part, finalement, elle n'avait pas le réflexe d'en faire bénéficier une autre femme. Alors que quand des hommes sont arrivés quelque part, parce que c'est la même école, parce qu'ils appartiennent à un réseau, voilà, quelconque, et notamment des francs-maçons, hein, il faut dire, dans la finance, voilà, ils l'utilisent et en fait, ils ont raison. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience. Non, mais Mais je veux oui, dire, c'est quelque chose dont j'ai bien pris sûr. conscience. Voilà. Et ils ont raison de faire jouer leur réseau. Quand je suis arrivée chez les Anglo-Saxons, très rapidement, en fait, on nous en a parlé. On nous a expliqué qu'il fallait networker. Au début, moi, quand on m'a dit il faut networker, je me suis dit, networker sur quoi? Moi, je connais personne. Enfin, voilà. Et très rapidement, j'ai compris qu'effectivement, si dans le groupe HSBC, je voulais réussir à me faire repérer, ben, il fallait que je fasse l'effort d'aller vers l'autre et créer du lien et entretenir le réseau. Alors j'ai commencé à petit, mais finalement j'ai commencé tard moi dans ma carrière. Enfin je veux dire j'ai commencé, j'avais à peine 40 ans, la fin de la trentaine. Voilà. Ma recommandation à tous les jeunes aujourd'hui, c'est faut réseauter dès que possible. À l'école, faut réseauter. Voilà, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Quand on n'a pas les réseaux sociaux, en fait, il faut quand même être clair, on n'avait que le téléphone ou la lettre ou le voilà. Donc on réseautait moins. Mais dès qu'en fait, moi j'ai découvert par exemple LinkedIn, je me suis mise sur LinkedIn et je retrouvais mes anciens contacts. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. La force du réseau, c'est la force de se faire connaître, la force de la recommandation, la force de pouvoir demander de l'aide, voilà, toujours retrouver la bonne personne. C'est aussi ce qui m'a permis, moi, de rebondir à l'intérieur et à l'extérieur des différents établissements. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, on a eu plein de réseaux de femmes qui se sont créés, qui n'existaient pas. Et donc, nous-mêmes, on a créé nos propres réseaux. Voilà, qui étaient différents. Et puis nous-mêmes, on a pu accéder à des réseaux qui avant n'étaient que des réseaux masculins, parce qu'ils se sont ouverts. Et ça devient extrêmement intéressant. Voilà. Donc ça, je pense que nous, les femmes, il faut absolument, enfin, on doit rentrer dans ces réseaux, on doit être part de ces réseaux. C'est important pour justement pouvoir rayonner. Hein. Et là, il y a aussi ce côté-là. Les femmes, on ne sait pas rayonner. On pense qu'on doit être reconnu que, mais je suis super pro, je suis super bonne. Pourquoi ils me reconnaissent pas? Mais parce qu'ils ne te connaissent pas, tout simplement. Donc, pour être reconnu, il faut être connu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nos conjoints, nos copains hommes masculins avaient très vite compris. Nous, on a mis du temps à le comprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, qui est essentiel pour moi pour développer une carrière. C'est hyper intéressant et dans ce point-là que tu partages sur, la différence un peu entre les 2, j'entends aussi que, comme tu le disais, finalement, il y avait aussi des réseaux qui étaient fermés de base, qui étaient même pas enfin, auxquels tu pensais même pas en tant que femme parce qu'il y avait aucune femme à l'intérieur et ça me permet de rebondir, tu parlais tout à l'heure d'évoluer dans un monde d'hommes. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de femmes qui vont nous écouter. Comment est-ce que tu gères cette différence-là? Comment est-ce que tu gères en te disant, tu vois, par exemple, la cooptation dans un monde d'hommes, comment tu gères en te disant, ah, mais j'ai pas envie qu'on me dise que je fasse monter ma copine. Comment est-ce que tu as géré peut-être ces petites pensées parasites? Ça résonne beaucoup avec la notion des quotas, en fait, ce que je suis en train de te poser comme question. Tu vois, là, je pense à, je vais me faire monter une femme quota. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu réagis avec ces idées-là, qui pour moi sont complètement fausses, mais force est de constater qu'elles vont passer dans la tête de certaines femmes qui auront peur de faire face à ça. Tout à fait. Je pense que, en fait, quand j'ai compris que, en fait, c'est tout un cheminement, je dirais, en fait, que l'on fait. Au départ, quand on m'a dit on va mettre des quotas, j'ai dit ah ben non. Ah ben non, parce que là, dans ce cas-là, quand on va monter, on va nous dire bah oui, t'es monté parce que t'es dans le quota. Bon. Euh, puis, en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, si on faisait pas la contrainte, ça bougerait pas. Et donc, après avoir été vraiment très opposée au quota, j'étais très favorable au quota et je reste très favorable au quota parce que c'est une façon d'imposer. Alors c'est triste d'en être là, mais je pense que si on veut aller de l'avant, eh bien, il y a un moment, il faut imposer. Voilà. Donc, le fait d'imposer,
ça a obligé les hommes à réfléchir différemment. Alors, et c'est amusant. Moi, j'ai un de mes grands patrons qui avait été très honnête quand on avait créé donc la première association, voilà 50-50 au féminin, qui nous avait dit, écoutez, c'est quand même terrible quand on a eu cette obligation d'inclure des femmes dans les conseils d'administration. La première façon de penser, il dit, mais je vous le dis, mais j'en ai honte, mais pourtant la première façon de penser, ça a été de dire, ok, on va regarder dans notre carnet d'adresses la femme de qui on pourrait embaucher. Voilà. Et très rapidement, il s'est dit, mais enfin, c'est complètement crétin, je ne vais pas embaucher la femme du président de telle société sous prétexte qu'elle est la femme. Voilà. Alors qu'autour de moi, il y a plein de femmes qui sont en capacité de prendre ces postes, mais on ne sait pas aller les chercher. Et de lui-même, d'ailleurs, il nous a dit, et c'est là aussi que vous, il faut que vous fassiez un effort, il faut que vous nous poussiez des noms. Voilà. Et nous, on était dans le ah ben non, on va pas pousser les noms des copines. Mais les copains, comment ils font? Ils poussent les noms des copains. Et nous, on va pas pousser les noms des copines. Donc là, ça nous a un peu presque libérés. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Entre hommes, on trouve ça normal, puis nous, on va trouver ça anormal. Mais ça, c'est tout le problème du syndrome de l'imposture auquel les femmes sont confrontées. Il y a beaucoup de femmes qui disent ah mais non, moi est-ce que je vais pouvoir prendre ce poste, est-ce que je suis à la hauteur. Enfin, les hommes ils se posent pas cette question-là, ils prennent le poste, ils voient après. Si ça marche pas, ils rebondissent. Point. Nous, on prend le poste et on n'est pas tout à fait adapté, on est en échec, mais pas du tout. Bah, on est la bonne personne, on est une bonne personne, mais pas au bon endroit. Voilà. Les hommes, ça, ils savent très bien gérer. Nous, il faut qu'on apprenne à le gérer. Donc ça nous a, je pense, enfin moi, ça m'a beaucoup libérée. Je trouve que le jour où il a dit ça, je me suis dit, un, il est hyper honnête. Deux, il est en train de nous dire, mais arrêtez quelque part, arrêtez vos bêtises, là, mesdames. Mais les hommes le font, faites-le de la même façon. Avec son prisme à lui, en fait, parce que pour lui, Exactement. ça paraît anormal, en fait, de pas se montrer, de pas se coopter, de pas. C'est ça aussi, et j'aime beaucoup ce que tu dis là parce que ça me permet de mettre un point qui moi est primordial dans ma manière de voir cette problématique d'avoir plus de femmes dans les codires, etc. C'est de ne pas blâmer les hommes parce qu'en fait c'est leur prisme à eux. Et oui, ils ont toujours vécu comme ça, c'est tout à fait normal pour eux. Donc, C'est des c'est en milliers d'années désaccord. d'éducation, voilà. Donc il faut pas. Et puis moi, je veux pas opposer les uns et les autres. Alors, je peux opposer des hommes sur des attitudes, des comportements, des choses qui ne vont pas. Mais je veux dire, je ne peux pas dire. Enfin, moi, j'adore travailler avec les hommes, mais j'adore les femmes. En fait, j'adore la communauté humaine. Donc, euh, dire, il y a des hommes qui se comportent mal et qui sont des fiefés, passe-moi l'expression, salauds, mais il y a des femmes qui se comportent mal et qui sont, voilà, de la même façon, des gens peu respectables. Et puis, il y a une communauté humaine qui est tout à fait acceptable. Et oui, de temps en temps, il faut accepter de se dire, je vais regarder ça avec l'œil de mon mari, l'œil de mon meilleur ami, l'œil de voilà, et d'un seul coup, je vais me dire, ah ouais, ouais. Effectivement, ils comprennent pas pourquoi on le fait pas, mais en même temps, voilà. Et donc, c'est important qu'ils puissent partager ça avec nous. Je trouve que c'est important qu'ils puissent nous le dire, et c'est important que nous on l'entende et on l'accepte. Hein, voilà, ça c'est important, ça c'est vraiment essentiel. Voilà. Ça me donne envie de rebondir sur Next Woman 40 de Active de Marianne Chiappa qui met en avant 40 femmes pour les prochaines CEO ou en tout cas C-level des CAC 40 parce que justement je trouve que dans cette initiative il y a un peu ce qu'on se dit là, l'idée de montrer, de mettre en avant et de rendre visible. Comment est-ce que toi t'as fait pour te rendre visible là tu nous dis il faut d'abord être connu avant d'être reconnu etc. Ça serait quoi tes stratégies sur cette partie-là de comment je me montre, comment je me rends visible, au-delà de je fais bien le travail. Parce que oui, tout le monde, plein de gens qui font bien le travail, c'est pas pour autant que tout le monde atteint des postes Ouais, de ouais, direction. ouais. Alors, peut-être je veux juste revenir en arrière sur une chose. Oui. Il y a une chose qui m'avait frappée quand les femmes ont été nommées administrateurs, c'est que quand elles ont été nommées administrateurs, on a créé des formations pour elles. Mhm. Et moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été nommée administrateur, on m'a dit on va donc t'envoyer sur une très grande formation bien connue sur la place de Paris. Et on était plusieurs, entre guillemets, jeunes administrateurs à être nommés, des hommes et des femmes. Et particulièrement pour les femmes. Et j'ai dit parce que le copain d'à côté, lui, quand il naît administrateur. Et on m'a dit, bah non. Bah, j'ai dit, bah, pourquoi j'irais plus que lui? C'est pas Enfin, logique. voilà. Ou pourquoi lui irait moins que moi?
sauf à ce que vous me démontriez qu'il ait une compétence particulière, voilà. Et là, je me rappelle aussi, j'en avais parlé avec la direction de la formation d'une banque qui m'a dit, bah oui, c'est un bon point. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est-à-dire que enfin, c'est assez amusant dans la construction en fait qui a été faite autour des femmes. Bon, on les tolère au conseil d'administration, voilà, on met des quotas pour qu'elles viennent, puis comme elles sont un peu nunuches, on va les former. Et puis d'un seul coup, tout le monde a pris conscience que bah non, quand on devient administrateur, oui, tout le monde doit être formé, un homme comme une femme, voilà, parce que les hommes, ils ne naissent pas administrateurs. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses où de temps en temps, nous aussi, les femmes, il faut qu'on fasse un pas de côté et qu'on dise, attends, t'es gentil, mais pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Hein, voilà, ça, il faut pas l'oublier. Alors, pour revenir sur ta question, excuse-moi, qui était, en fait, une chose, moi, qui m'a frappée en rentrant dans ce milieu anglo-saxon, c'est que eux, ils regardent pas si t'es un homme, une femme. Ils regardent pas si t'es blanc, noir, jaune, si tu es en situation de handicap, etc. Ce qu'ils regardent, c'est est-ce que tu es professionnel. Voilà. Alors, il n'y a pas que des avantages hein, dans le monde anglo-saxon parce que il y a aussi une dureté dans les rapports humains. Voilà. Et en fait, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que très rapidement, donc moi j'étais du CCF, donc CCF blanc, catho, à particules, voilà, homme. Moi j'arrive là-dedans, jeune, euh, alors blanche, pas catho, pas sortant d'une famille aisée, donc en fait je tiquais peu de cases. Bon, mais j'étais pro, alors ça fonctionnait plutôt pas mal. Il n'empêche qu'on je sentais bien que les promotions, elles étaient pas trop pour moi, mais quand même, j'étais un pilier pro dans mon métier, je connaissais bien et reconnu pour ça. Les Anglais arrivent et bah, je me retrouve très rapidement sous la coupe d'un patron anglais qui s'appelait Tony Rhodes, qui était un monsieur en fin de carrière, qui parlait un français impeccable et qui, lui, m'a pris sous son aile quelque part et a dit, OK, Corinne, enfin, t'es pro, ta communication est pas bonne parce qu'en fait, tu ne te fais pas connaître, on ne te voit pas. Tu peux être parfois un peu rude parce que tu as l'habitude de travailler qu'avec des hommes. Et donc, voilà. Donc, il m'a fait coacher, il m'a fait travailler sur ma communication. Il m'a envoyé partout dans le groupe et notamment à Londres. Et plein de fois, il m'a délégué des réunions en me disant tu y vas, tu y vas, tu y vas. Je lui dis mais il n'y a que des grands pontes autour de la table. Tu y vas. Tu y vas. Je veux même pas entendre parler, pas de chaise vide, tu y vas. Voilà. Et donc, il m'a beaucoup aidé. Et en parallèle, j'ai eu un patron français très rapidement qui s'appelle Philippe Moiroux, qui lui, en fait, a compris que je pouvais lui apporter beaucoup. Et je me suis retrouvée avec ces deux mentors qui finalement m'ont tiré. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que moi j'ai été très heureuse de travailler avec des hommes. Je suis encore très heureuse de travailler avec les hommes parce que dans le lot il y a quand même des hommes qui voilà ont pris le tournant au bon moment et l'ont pris intelligemment. Et ça en fait ça m'a donné une vision et puis une reconnaissance et puis ça m'a aidé à dépasser mon syndrome de l'imposture. Voilà, tout ça, ça a fait que, ben, à un moment, voilà, j'ai commencé à être vue dans le groupe et ça m'a permis de prendre des positions de plus en plus importantes. Donc ça, je pense que c'est important. Du coup, Aujourd'hui, on ouais, n'est pas vu toute seule. En fait, mmh, enfin, c'est pas seulement toi, c'est mais aussi non, voilà, être avec les bonnes personnes qui savent. J'entends exactement, ça, ouais. exactement. Et puis, on s'est retrouvé une communauté de femmes, un certain nombre de femmes, à être mises en lumière. Non pas parce qu'on était des femmes, mais parce qu'on était des pros et donc eux ne faisaient pas la distinction, ils nous mettaient en lumière et du coup on s'est un peu serré les coudes, faut quand même le dire, hein. Et donc il y a eu ce phénomène de ce qu'on appelle de sororité, hein, qui s'est développé. Alors moi la première fois qu'on en a parlé, j'ai bon je suis pas sûre, mais en fait si, au point que aujourd'hui en fait, là je suis sortie d'un établissement, je re-rentre à la banque postale par finalement le réseau des femmes. Et ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, ça c'est important. Et
je pense que dans le réseau, il y a aussi un sous-réseau, un petit cocon, un petit groupe qui vraiment va être là encore plus en profondeur pour s'épauler. Ça résonne avec beaucoup d'autres conversations que j'ai avec d'autres directrices, hein, et qui nous disent que quand même, il y a quand même toutes ces petites femmes, en fait, enfin petites non, d'ailleurs c'est un mot, apparemment c'est un mot qui tue et que je dis beaucoup petit, mais non, toutes ces femmes qui sont dans d'autres entreprises ou dans d'autres secteurs et qui vont après pouvoir t'aider, t'ouvrir une porte, t'envoyer un contact et ça revient souvent un tout petit boost, une petite pousse de quelque chose que nous ensuite on va reprendre parce que je pense qu'il faut aussi ramener toute une notion de responsabilité, même s'ils t'ont pris sous ton aile, enfin sous leur aile et qu'ils t'ont aidé, etc. Le professionnalisme, c'est toi qui l'avais. Aller à la réunion, c'est toi qui l'as fait. Parler à cette réunion-là et partager ce que tu voulais partager, c'est toi qui l'as fait. Et je pense qu'il faut ramener cette responsabilité-là. Oui, quelqu'un va pouvoir t'aider, te donner un petit élan, mais par contre, toi, derrière, c'est à toi de faire le reste, c'est à toi de faire la suite du pas. Exactement, exactement. Et après, c'est un choix, hein. Et moi, je juge pas, c'est un choix, mais je pense que il faut que les femmes aient le choix. Évidemment, tant qu'on n'a pas le choix, on peut pas décider de faire ou pas faire. Mais ce qui est important, c'est que il faut qu'elles aient le choix et il faut qu'elles aillent chercher ce choix, hein. Ça, c'est important, se faire connaître et il faut y aller, voilà, parce que les hommes n'ont pas de difficulté pour le faire. Il ne faut pas que nous en ayons. C'est absolument essentiel. Ça me permet de rebondir justement parce que ce podcast, il est aussi là un peu pour les aider à faire ce choix, à se rendre davantage compte de ce qui se passe en fait dans ces moments-là, dans ces changements de vie quand tu changes de poste aussi, qui peuvent être un peu, voilà, qu'elles peuvent appréhender peut-être parce que quand on sait pas trop ce qui va se passer, c'est un peu plus difficile de se lancer dans quelque chose. Donc c'est un peu le but du podcast, d'ouvrir un peu la porte de ce mystérieux Codir Comex. Est-ce que tu peux nous dire, toi justement, le moment où t'as un peu, t'es passé finalement, j'imagine de responsable à directrice dans je sais plus si d'ailleurs tu étais dans un Comex ou dans un Codir à HSBC. À HSBC, j'étais dans un COMEX en fait, des plus grosses entités qui regroupait l'IT, les opérations, les achats, enfin, etc., toute la partie des fonctions régaliennes. Et puis ensuite, je suis partie, j'ai été CEO de la Barclays, et ensuite je suis rentrée en fait. Alors entre-temps, j'ai créé une boîte de conseil qui là aussi a été, ça a été extrêmement formateur et challenging, et ça m'a aussi permis de prendre une vraie confiance en moi sur ma capacité à créer quelque chose moi-même et à le faire vivre, voilà, aller chercher des clients et être capable voilà, de développer du business. Et puis quand je suis rentrée à la BRED, j'étais à nouveau membre du COMEX de la BRED. Et quand je suis arrivée chez LBP, là, quand j'arrive, je suis membre du CODIR en fait de LBP. Donc en fait, on est toujours entre les COMEX et CODIR parce que c'est des noms qui sont un petit peu différents selon le type évidemment de structure et puis la gouvernance de la structure. Euh, Moi, en fait, je suis rentrée parce que, parce qu'à un moment, tu prends des positions qui sont telles que est associé à cette position un rôle dans un comité de direction ou un comité exécutif. Euh, Moi, je ne sais, en fait, un jour, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que tu t'imaginais petite fille dans un comex? Mais non, moi, je suis fille d'ouvrier, je savais même pas ce que c'était. Alors voilà, j'ai découvert ça en rentrant dans le monde du travail et j'ai même mis un petit peu de temps à découvrir ce que c'était. Parce que quand je suis rentrée, je n'imaginais même pas qu'un jour je pourrais terminer en direction générale. Ça me paraissait inatteignable, inatteignable. Mais moi, je suis rentrée dans le monde du travail à la fin des années 80. Donc voilà, sans que ça paraisse, enfin, on se rend pas compte, mais il y a eu un mouvement et un changement qui a été extraordinaire sur ces 30-40 dernières années. Donc voilà. Et je ne pensais pas y arriver. Mais c'est en prenant des positions et en prenant de plus en plus de responsabilités, en étant de plus en plus visible, qu'à un moment, forcément, ça devient une évidence. Euh, Tu dois rentrer dans un COMEX, tu dois rentrer dans un comité de direction. Là encore, heu, toutes les femmes ne sont pas faites pour y aller, comme tous les hommes ne sont pas faits pour y aller. Voilà, il faut être raisonnable, il faut avoir envie. Il y a beaucoup de satisfaction, il y a aussi beaucoup de contraintes, et beaucoup de pression. Donc il faut être prêt à le vivre et il faut avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle qui fait qu'on peut l'assumer. Tu veux nous partager autour des différentes contraintes dont tu parles? Peut-être les premières aussi que tu as pu vivre, qui ont peut-être vraiment été un changement important dans ta vie ou peut-être dans ton mode de vie?
Oui, en fait, je pense que la, la chose la plus, comment dire, importante finalement que j'ai ressentie, c'est la pression. C'est-à-dire que quand on est sous un très bon patron Comex, et moi j'ai eu des très bons patrons Comex, hommes, je dois le dire, hein, pendant des années, mais j'ai eu quand même des très bons patrons Comex, en fait, la pression, si ça vient gérer la pression, elle descend pas sur toi. Ou elle descend, mais enfin, très apurée par rapport à ce que tu peux vivre quand tu es en Comex. Donc, quand tu rentres dans un COMEX, la première chose que tu ressens, ou dans un CODIR, c'est la pression, elle descend. Et là, tu la prends de plein fouet. Voilà. Pourquoi j'insiste sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Si tu n'as pas une vie personnelle, si tu te sens pas bien dans ta vie personnelle, si alors moi j'ai le même conjoint depuis 39 ans, donc je suis un peu, je fais partie des voilà des derniers des Mohicans qui ont gardé leur mari quoi qu'il arrive. Je dis ça en plaisantant parce qu'en fait malheureusement j'ai vu beaucoup de femmes sacrifier leur vie personnelle. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a suivi. Enfin, j'ai envie de dire qui a fait aussi une très belle carrière, mais qui ne s'est pas posé la question de me dire non, non, t'arrêtes ta carrière parce que c'est la mienne. Il a dit on fait nos deux carrières, puis on verra, puis on va gérer ensemble, parce que finalement, voilà, si, il faut qu'on soit épanoui des deux côtés. Et donc, jamais il ne m'a dit je veux pas que tu voyages, ou je veux pas que tu prennes de responsabilités. Au contraire, même plutôt tout ça, en disant, mais vas-y, mais fais-le, mais tente-le. Mais voilà, on est deux, on verra bien. Puis si ça marche pas, moi je reprendrai le lead. Et puis c'est pas grave. Et puis c'est pas catastrophique. Voilà. Et donc ça s'est fait du coup de façon naturelle et avec un vrai support. Voilà. Moi j'ai pris des très gros postes au moment où en fait j'ai eu ma fille. J'ai voilà monde anglo-saxon, j'ai ma fille, je m'arrête 6 mois, il me dit: «C'est normal». Il pose pas de questions, c'est normal. J'avais un plan de succession, quelqu'un pouvait prendre derrière moi, pas de problème, c'est normal, tu y vas. Je m'arrête 6 mois, je reprends. Là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. J'ai besoin d'aller à Londres toutes les semaines. Mon mari m'a toujours dit, «Beh, tu vas à Londres, je gère, hein, voilà, elle est pas qu'à toi là, hein, notre fille, elle est à nous». Donc j'en prends les aspects sympas puis les côtés, parfois contraignants. Hem, on a décidé quelque part, on s'est dit on y met les moyens dans le sens où on a pris quelqu'un chez nous qui, voilà, a géré. On a tout fait pour que notre petite soit bien et en même temps on a géré. Et puis, hem, j'ai eu une discussion qui était très amusante avec ma tante qui avait, presque 90 ans et qui me dit, «Tu sais Corinne, élever des enfants, c'est très simple, c'est de l'amour, de l'amour et de l'amour. L'amour, c'est pas passer un temps fou avec eux, mais ronchonner et voir que t'es pas heureuse parce que t'es pas épanouie. C'est tu travailles, mais quand tu consacres du temps à ton enfant, tu es pleinement avec lui. Voilà. Et donc, il n'a pas besoin que tu sois avec lui 24 heures sur 24. Par contre, peut-être que l'heure que tu vas passer le soir en rentrant à la maison, tu coupes ton téléphone, tu coupes tout. C'est l'heure que tu passes avec ton enfant pour dîner, pour lire l'histoire, pour le mettre au lit, pour voilà. Alors après, tu reprendras, mais c'est ça. Donc ça, si tu fais ça, ton enfant sera heureux, il n'y a pas de problème. Si par contre tu te sacrifies pour ton enfant, il va le sentir et en fait, c'est pas ça qui va le satisfaire. Donc vaut mieux une maman totalement épanouie et heureuse, mais quand elle est avec son enfant, elle est avec son enfant, plutôt que quelqu'un qui se sacrifie et qui finalement va avoir une sorte d'aigreur que peut-être tu cacheras, tu croiras cacher, mais en fait comme tu es en lien complet avec cet enfant, il le sentira et en fait ça ne fonctionne pas. Le jour où elle m'a dit ça, ça m'a là aussi complètement libérée, quoi. Je me suis dit: «Waouh!» Et en fait, moi malheureusement, j'ai perdu ma maman, mes parents relativement tôt. Donc c'est un peu avec, mon oncle et ma tante que j'échangeais beaucoup, et donc je me suis dit: «Ça me rassure» parce que c'était ce que, en fait, ma propre maman m'avait expliqué. Mais elle n'était pas là pour me le dire au moment, voilà, où j'avais l'enfant et donc c'était bien qu'elle me le redise, elle me rassure là-dessus. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important et c'est aussi pour Déculpabiliser ça même. mais déculpabiliser complètement. Voilà. Et mon mari m'a dit, bah tu vois, en fait, on est en ligne, donc pas de problème, fais-le, fais-le. Par contre, le week-end, quand tu es avec nous, tu es avec nous.
Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis. Et de temps en temps, même maintenant, alors que ma fille est grande, quand ça lui arrive qu'elle me dise: «Maman, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de discuter, machin, et cetera», si elle me voit prendre mon téléphone, elle me dit: «Ah non, t'as toujours dit qu'il fallait pas faire, voilà. Donc là, tu me consacres 1 heure, mais tu raison, je te consacre 1 heure, et voilà. Et je pense que c'est important, et de se dire, dans la vie, on peut quand même passer du temps, voilà, être capable de dire ça, je coupe, ça, je fais, etc. Euh, mais pouvoir le faire comme on le sent, et le faire surtout pour s'épanouir. C'est marrant parce que cette partie-là résonne beaucoup avec la présence dont tu as parlé au début avec le leadership, où tu as dit que ouais, c'est quelqu'un qui doit être présent, qui doit être là pour les autres, etc. En fait, c'est ce qui résonne aussi dans cette posture de maman que tu as eue. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, je pense que avoir un conjoint qui est en phase est essentiel. Et ça fait souvent partie aussi des conseils que je donne aux jeunes femmes. Euh, En fait, et c'est vrai pour nous en sens inverse pour nos maris, on ne change pas son conjoint. Donc, si dès le départ, le conjoint dit: «Ah mais non, moi ça m'emballe pas que tu fasses ça», voilà. Ne pas se dire, si c'est essentiel pour vous, bah, malheureusement il faut faire des choix. Voilà. Et ça, quand on est plus jeune, je pense que nous les femmes, quand on est amoureuse, on pense qu'on va réussir à changer. On ne changera pas l'autre. Voilà. Comme l'autre ne te changera pas, et tant mieux d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de femmes qui finalement vont avoir, vont décider de faire un enfant parce qu'elles en ont envie, vont mettre leur carrière de côté, et puis quand l'enfant va grandir, vont se rendre compte, bah, que finalement elles sont peut-être passées à côté de quelque chose. Et donc, on voit de plus en plus de couples qui se séparent alors que les enfants sont un petit peu grands, et on se dit: «Bah, mais qu'est-ce qui se passe?» Mais c'est simplement parce qu'elles s'autorisent à ce moment-là en disant: «En fait, les enfants, ça y est, c'est bon, ils sont sur la bonne route, donc je vais pouvoir le faire». Mais en fait, elles ont pendant 15 ans, 20 ans accepté des choses qu'elles n'auraient pas dû accepter, mais parce qu'elles sont dans le côté sacrificiel. Ça, il faut que vraiment les jeunes femmes, dès le départ, elles se disent: «OK, j'ai trouvé le bon compagnon, je veux pas trouver le bon compagnon», et ça, il faut l'accepter, et il faut faire le choix. Voilà. On en Ça, revient au c'est un choix. point qui est important. Ouais, C'est une question de choix, hein. bien C'est sûr. une question de choix. Mais c'est pas forcément facile, et c'est pas ce qu'on nous a éduqué, la façon dont on nous a éduqués, nous, femmes, jeunes femmes, pendant des années. Voilà. Non et ça Mais résonne, énormément avec le boulot aussi, hein, le choix de partir, le choix de partir d'une boîte, le choix de laisser son équipe. J'entends beaucoup de femmes qui me disent: «Non mais moi je reste pour mon équipe». Pareil, faut pas rester pour son équipe, faut, rester parce que tu as envie, parce que tu t'épanouis, parce qu'il y a une évolution, qui t'intéresse. Et pour moi, ça résonne beaucoup cette idée-là de sacrifice. On le voit dans la vie perso, avec ton exemple, mais je pense avec plein d'autres, mais c'est aussi le cas dans la vie professionnelle. Je pense que cette notion de sacrifice est pas la bonne. Par contre, on parle aussi beaucoup de sacrifice quand on arrive à des postes de codir. Est-ce que tu vois des sacrifices dans le monde professionnel que tu as vécu toi dans le codir? Est-ce que tu as sacrifié des horaires? Est-ce que tu as sacrifié aussi des personnes dans ton équipe avec qui tu n'avais plus la possibilité d'avoir le même lien proche? Est-ce que tu vois des choses comme ça? Non. non, en fait, moi, j'ai fait des choix, Ah, et j'ai assumé mes choix. Voilà. Je pense que ça, c'est un point qui est important. J'ai fait des choix, j'ai assumé mes choix. Je pense que quand on parle de sacrifice, c'est qu'en fait, on n'assume pas totalement son choix. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment être très clair là-dessus. Et c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les comex et dans les codir. Pour autant, si une femme dit: «Moi, ce n'est pas mon choix», il n'y a aucun jugement, et c'est normal. Voilà. Mais tout comme il y a plein d'hommes qui ne font pas ce choix, et c'est normal. Voilà. Donc, il faut de plus en plus de femmes qui ont envie d'être là et qui ont envie de prendre cette place-là, en fait. exactement, exactement. Et donc, on vivra bien ce poste si on l'assume. Pas dans le sens l'assumer professionnellement, si on assume la posture que l'on doit associer à ça. Et ça, je pense que c'est important. C'est important. Sur la question, est-ce que j'ai dû sacrifier, je sais pas, des liens avec des personnes, etc. Non, jamais.
Par exemple, je suis toujours en lien avec j'ai démarré moi en back office, hein. Voilà, en CDD, mon premier poste, c'était un poste de CDD en back office marché. Je suis toujours en lien avec mes anciennes collègues de back office et elles sont restées en back office. Voilà. Parce que, c'est un lien ensuite qui est, plus personnel. Voilà. Et donc, et je suis ravie de alors on se voit, malheureusement de loin en loin, mais on se voit, on garde le contact, je sais où elles en sont, certaines m'ont prévenu qu'elles avaient pris leur retraite, enfin, et cetera. Voilà, c'est important. Je pense que c'est important. Et j'ai toujours été capable, moi, d'avoir des liens forts avec certaines personnes dans mes équipes. J'ai beaucoup de, mes anciens collaborateurs avec qui je suis restée en lien fort, qui sont des liens personnel, mais même quand on était au travail, je savais très bien couper, faire la différence entre avoir des relations sur un plan personnel, avoir des relations professionnelles. Et parfois, je faisais même attention de ne pas être plus dure avec ceux avec lesquels j'ai un lien personnel, de peur qu'on me reproche, voilà. Je faisais bien attention à ça. Mais moi, j'ai toujours réussi à séparer les deux. Ça Voilà. me permet de rebondir sur un point qui revient très souvent quand on parle de direction, de femme leader, etc., qui est la posture. La posture qu'on doit avoir. Est-ce que, moi, ce qui m'intéresse de savoir peut-être un peu plus précisément sur la posture, c'est comment est-ce que tu t'es créé, enfin, ou peut-être comment est-ce que tu as vécu la posture dans le codir versus la posture que tu vas avoir avec ton équipe que toi tu gères. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose? Comment est-ce que ça se vit en fait dans le quotidien? Je crois que ça peut pas être tout à fait la même chose et c'est jamais la même chose. Évidemment, on a une posture quand on est avec ses pairs en comex. On a une posture qui est différente quand on est avec ses équipes. Parce qu'on n'est pas dans le même relationnel, parce qu'on peut se permettre de dire des choses à des membres du comex qui sont enfin, moi, je considère que je peux tout à fait dire à un collègue, du comex ou du codir: «Je suis pas du tout d'accord avec toi» et presque me entre guillemets, «m'engueuler» avec lui, parce qu'on est sur le même pied d'égalité et donc c'est tout à fait possible. Je sais que c'est quelqu'un qui va pouvoir se défendre, c'est quelqu'un et cetera. C'est pas quelque chose que je vais faire avec mes équipes. Parce que même si on se dit quand même je suis abordable, etc., on reste quand même le grand patron pour les équipes. Et donc je ne vois pas l'intérêt en tant que grand patron de descendre à bras raccourcis sur des personnes qui sont dans une position hiérarchique de entre guillemets de subalterne et je dirais, ce serait presque lâche de faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc non, c'est quelque chose auquel je veille. Alors moi qui suis assez impulsive et qui parfois ai les verbes hauts, ça m'arrive pour autant dire ah mais non ça va, hein, hein. Mais en fait je fais toujours l'effort de retourner voir la personne pour lui dire bon je suis désolée, c'était pas du tout la bonne posture, je me suis agacée, voilà. Donc ça c'est quelque chose que je peux faire évidemment quand ça arrive et j'essaye que ça arrive le moins possible. Mais oui oui on a forcément des postures qui sont différentes mais j'ai envie de dire un peu comme dans la vie courante, quoi. Finalement, je vais pas parler à une personne qui est plus âgée que moi de la même façon que je vais parler à quelqu'un qui a le même âge que moi. Voilà, il y a ce côté respect, il y a ce côté voilà qui est important, qui est important. Tout ça dans le respect. Hein. Il faut toujours rester dans le respect. Mais c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus challenging avec quelqu'un qui est du même niveau, du même acabit que soi. Voilà. Souvent, les personnes disent que je suis un peu une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'en fait, je m'entends très bien avec mes équipes généralement. Je suis effectivement facilement abordable. Pour autant, je le dis souvent, hein, par exemple, mes équipes me tutoient, je tutoie mes équipes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour moi. Euh, Moi, je viens de la base, donc je sais aussi. Hein, je connais le parcours, je comprends. Pour autant, les gens me passent pas la main dans le dos. Hein. Voilà, ce qui est différent. Hein, voilà. Et c'est bien là la différence de posture. Hein. On est abordable. Moi, je déjeune le midi avec eux au restaurant d'entreprise. On va déjeuner dehors ensemble. Voilà, on discute, on papote, on fait. Là, on va faire une crêpe party. Enfin voilà, on fait des choses qui sont très sympas. Et moi aussi, je vais participer. Pour autant, ça ne veut pas dire que les gens vont me passer la main dans le dos. C'est quelque chose qui est différent. Mais j'ai même pas. C'est même pas de dire. C'est que d'eux-mêmes, ils vont pas le faire parce que je pense que voilà, la posture fait qu'ils me reconnaissent quand même comme étant, entre guillemets, «le grand patron», ce qui me fait toujours rire, mais voilà,
c'est comme ça. Et est-ce que tu sais par quoi ça passe? Est-ce qu'on t'a déjà partagé ce qui fait, qu'il y a cette différence-là? Je pense que, c'est le côté, comme je suis très claire dans mes positions, heu voilà. Et puis je n'aime pas du tout le côté, «Ah, on est très potes», en fait, c'est pas vrai. On peut pas être très potes quand on est patron, à quelques exceptions près. Et dans notre posture, on peut pas avoir cette posture d'amitié, que l'on a ou de voilà, que l'on peut avoir évidemment dans sa vie personnelle. Ça veut pas dire que je suis pas proche de mes équipes, ils le disent souvent, je suis très proche, ils disent que souvent j'ai beaucoup d'écoute, voilà. Mais, je déteste en fait, et je l'ai vu souvent, les managers qui font du clientélisme. C'est-à-dire qui font, semblant d'être copains, voilà, voilà, qui mélangent justement, le perso et le pro, qui font du pathos qui est malvenu. On n'est pas dans ces rapports-là quand on est dans le professionnel. On doit être un de mes derniers patrons disait, bienveillance oui, mais exigence. Voilà, il faut pas confondre, hein. On est évidemment bienveillant, on est proche de nos équipes, on sait ce qui se passe, on sait quand, le petit dernier est malade, quand, un parent est en difficulté, quand et cetera. Hem, pour autant, ça veut pas dire que du coup, voilà, on tombe dans un espèce de pathos qui est malsain, qui est malsain. Et souvent, moi, je parle de clientélisme, hein. Je l'ai vu, hein, encore récemment dans, dans, dans mon dernier établissement. On confond en fait la proximité et le clientélisme. Voilà. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et ça, par contre, pour toi, c'est hommes et femmes, peu Ça, c'est importe, homme et quel femme. Ouais, manager, quel directeur? exactement, exactement. Tout à OK. fait. C'est hyper intéressant et moi ça me permet de rebondir quand même sur, donc là on a parlé de comment tu gères avec ton équipe et cetera. Je pense, on ne se rend pas vraiment compte, c'est quelque chose d'un peu abstrait, pour nous, les échanges qu'il y a dans le COMEX et dans les discussions que vous avez. Tu m'as dit on peut, voilà, être un peu plus énervé, en tout cas monter un petit peu plus, dans nos énergies, on va dire, dans ces moments-là. Est-ce que tu peux nous donner des petits exemples ou bien des choses qui reviennent souvent dans ces moments-là, pour qu'on ait une vision un petit peu plus claire de ce qu'est finalement ce COMEX et de ce qui s'y passe? Quelles sont les prises de décision? Est-ce qu'il y a tu vois, des choses spécifiques, qui reviennent? Oui, ben en fait, on peut avoir des tensions, parce que, voilà, on discute de plans stratégiques, parce qu'on discute, de ressources, hein, de besoins et que, voilà, on peut aussi avoir, des positions qui sont, différentes par rapport à certains sujets, hem, voilà, qui sont des sujets business, mais qui peuvent être aussi des sujets de management, et bah, de ce fait-là, quand on est en comex, on va discuter, mais il y a un moment, il faut s'aligner. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment, on s'aligne et parfois, bah, on est obligé de s'aligner sur une position qui n'est pas initialement la nôtre. Voilà. Alors, à ce moment-là, bah, la chose à laquelle on pense, c'est comment je vais redescendre ça vers mes équipes, alors qu'ils savent que c'est pas ma position. Bon, mais on ne peut pas se désolidariser d'un comex. Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Mais c'est un peu le cas d'un membre du COMEX. C'est à un moment, on s'aligne, et on va faire sienne une position qui n'est pas la sienne à l'origine. Ça peut créer des tensions parce que finalement on va comment dire? C'est le moment où on va se décaler et je pense que tant qu'en fait on se décale mais qu'on ne renie pas ses valeurs, c'est possible. Moi, en fait, j'ai toujours quitté au moment où, en fait, je me disais: «Non, là, ça va trop loin pour moi, je renie mes valeurs». Voilà. Et donc dans ces cas-là, il faut avoir le courage de quitter, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais si en fait on accepte de renier ses valeurs, on va finalement se tordre, hein, et en fait, on va, voilà, être obligé entre, on dit, tête, cœur, main ou tête, cœur, tripes, voilà. On va arriver à un moment où on va se décaler. Moi, j'ai eu une expérience, dans un établissement que je ne citerai pas,
où je me suis tellement décalée qu'un jour, je n'ai pas pu me lever le matin. C'est-à-dire que mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pas ce matin? Et je lui dis, mais je peux plus bouger. Il me dit, comment ça tu peux plus bouger? Je peux plus bouger. Je suis coincée. Il faut que je me lève, mais il faut que je me lève aussi parce que voilà, mais je peux pas. Et il me dit, mais je lui dis, il faut que tu m'aides. Et il était un peu paniqué, quoi. Donc voilà, à force de réussir à me tourner, j'ai réussi à me mettre debout, à aller jusqu'à ma salle de bain. Enfin, et là, en fait, bah voilà, il a fallu que c'était trop. Et bon, voilà, piqûre de nifuril, machin, etc., pour réussir à vraiment se décoincer. Et puis, bah, je suis allée chez mon médecin qui m'a dit, bah non, vous pouvez pas rester comme ça. Voilà, je vais vous envoyer voir en fait un ostéo parce que là, on va calmer la douleur, mais je pense que c'est plus que la douleur, vous êtes vraiment physiquement coincé. Et en fait, l'ostéo m'a dit, mais vous êtes regardé? Non? Bah écoutez, regardez-vous dans la glace. En fait, j'étais tellement coincée que je m'étais décalé mon bassin. Hein, voilà. En fait, il m'a dit, bon, alors je vais vous décoincer physiquement, mais vous avez un problème qui est tout autre, chère madame, et si vous vous décoincez pas et vous vous réalignez pas, je pourrais rien pour vous, voire vous allez vous faire très très mal. Voilà. Eh oui. Et Et parce que tu étais pas alignée avec tes valeurs. Enfin, en tout cas, ça t'avait forcé à aller trop en désalignement avec tes valeurs. exactement. Et là, pouh, ça a été la prise de conscience. Je me suis dit, ah et puis j'avais une amie à ce moment-là, j'avais pas encore suivi ce parcours de coach. J'ai une amie coach qui m'a dit, écoute, là, je crois que ton corps, il t'a envoyé le message que tu veux pas entendre. Voilà, fais attention, réfléchis, t'es désaligné, ça ne va pas. Et donc, bah, c'est là que j'ai pris la décision de me dire, bah, il faut que je m'en aille. C'est le moment où il faut s'en aller. Voilà. C'est une question de choix encore. C'est On toujours revient une sur cette question de idée choix. de ouais, c'est toujours sa responsabilité de quel est le choix que j'ai envie de faire sur telle ou telle chose. Et à chaque fois, il y a toujours un poids fort derrière, hein, Complètement. soit le poids fort de partir, mais le poids fort de rester Tout aussi à fait. et de continuer d'être en désalignement. Tout à fait. Mais je crois que quand on a un signe physique, malheureusement, on peut forcer la nature, mais on la force pas et voilà, on la force pas de façon, infinie. Et donc le risque, c'est quand même qu'à un moment, on se déclenche des choses qui sont beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, dans notre entourage, on voit des personnes qui se déclenchent, des cancers, on voit une recrudescence des AVC, enfin et cetera. Mais c'est aussi, quand en fait, les personnes en reviennent et elles disent: «Oui, à un moment, j'ai eu un niveau de pression, mais qui n'est pas une charge de travail. C'est au-delà, c'est ouais, effectivement, je suis allée à l'encontre de mes valeurs et ça a été trop loin». Et chez les femmes, heu, un de mes patrons m'avait dit: «Le problème des femmes, c'est que en fait, vous êtes comme les ressorts. On peut tendre, 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 mais tu sais, les ressorts, il y a un moment, quand on a trop tendu, le ressort, il revient plus, il est cassé». Eh bien, c'est ça. Et nous, les femmes, on ne s'écoute pas assez et souvent, en fait, on va au-delà de la résistance que l'on peut avoir parce qu'on doit être forte, parce qu'on doit y arriver, parce qu'on a toujours assumé, parce qu'on a aussi, là revient la petite voix qui dit, bah, tu vois, peut-être qu'en fait ce poste n'était pas fait pour toi, puis tu n'étais peut-être pas à la hauteur. Alors finalement, ce qui t'arrive, c'est ta faute. Voilà. Et ça, ça c'est des années, des années, des années de conditionnement social. Donc ça fait partie des choses que nous devons apprendre impérativement et pour arrêter de se maltraiter parce qu'on se maltraite dans ces cas-là. Ouais. Ça, c'est Ah ouais, essentiel. ça résonne énormément avec ce qu'on disait au début sur les femmes et sur cette idée de, oui, on n'est pas forcément différentes, mais il y a quand même des choses qu'on nous a inculquées de manière différente Mais complètement, entre les hommes et les femmes. Et complètement. là, ça en fait partie, en tout cas. Et ça Cette idée de: «Non, non, tu peux tirer, tu peux tirer». exactement. Et moi, ça a été, enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai expliquées et que j'explique à ma fille parce que, et j'aurais je n'ai pas de fils, mais j'aurais eu un fils, je lui aurais expliqué de la même façon. Et parce que je crois que oui, en France, pas qu'en France, de façon générale dans le monde, on élève différemment les fils et les Mmh. filles. Nous, les mères et c'est terrible, parce qu'en fait, on se
on creuse nous-mêmes notre propre bâton, mais voilà, ornière dans laquelle on se laisse tomber, Difficulté en tout voilà. Et ça fait partie des choses, moi, que à chaque fois qu'on me demande d'intervenir auprès de jeunes femmes, etc., je dis, mais surtout, surtout, je vous souhaite d'être maman parce que c'est quand même la plus belle chose qui puisse arriver à une femme, mais quand vous serez maman, pitié, voilà, ne leur inculquez pas ce que nos mères, sans faire exprès, nos mères, nos grands-mères, etc., nous ont inculqué. Voilà, ayez ce réflexe de vous dire, je fais un pas de côté. Non, c'est pas possible, je peux pas raisonner comme ça. Voilà. Et donc, donnez les bonnes clés à vos filles, mais aussi donnez les bonnes clés aux garçons en leur disant arrêtez de vous comporter comme ça, prenez-en conscience, voilà, et demain, traitez vos copines, vos sœurs, vos femmes, comme vous voulez que vous soyez traitées. Voilà, et ça c'est important. Qu'est-ce que tu partagerais comme conseil actionnable à une femme qui va rentrer dans un prochain codir plutôt masculin? Qu'est-ce que ça serait le conseil que tu voudrais lui donner? Le conseil, c'est peut-être plusieurs conseils. D'abord, aie confiance en toi. Si tu es là, c'est pas par hasard. Voilà. Donc arrête de te poser la question de oh, quand même, je suis là, mais c'est parce que voilà, hein, on a respecté les quotas. Non, 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 non. C'est la phrase de Simone de Beauvoir, hein, le jour où on nommera des femmes incompétentes, c'est que finalement, voilà, bah, elles seront légales. On sera à la même hauteur que les Voilà. hommes. Parce que des hommes incompétents qui ont été nommés, alors moi j'en ai vu plein ma carrière. Hein, voilà. Donc, et on ne sait jamais, et dans ce cas-là, on se dit pas, ah ben oui, c'est parce que c'était un homme. Non, c'est voilà, c'est parce qu'il avait le bon C'est juste que t'es raison, incompétent et c'est tout. voilà, et puis il avait le bon réseau au bon moment, et que lui, il a su aller se faire valoir, quand nous, on ne sait pas aller se faire valoir. Donc voilà. Donc, ah, les joies de, voilà, la lumière se coupe chez moi. Donc ça, c'est toujours la chose qui est assez amusante. Et donc ouais, là ça c'est le 1er conseil. Le 2e conseil, c'est, n'essaie pas d'imiter les hommes. N'essaie pas d'imiter les hommes. Voilà, viens avec, justement tes valeurs, ta féminité, ton voilà, ta capacité à gérer l'entraide, ça c'est important. Voilà. Et puis le 3e conseil, mais ça je le donnerai à toutes les femmes, et surtout aux jeunes femmes, c'est mais apprenez à dire non. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Sachez dire non. Tu veux pas ça? Bah, tu dis non. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois l'accepter. Apprends à dire non. T'es pas d'accord? Tu dis non. Tu veux pas qu'un garçon t'embrasse? Tu dis non. Tu veux pas te faire draguer? Tu dis non. Mais tu veux pas qu'on te dise, bah tiens, je sais pas, tu veux pas aller nous chercher les cafés? Tu dis non. Oui, ça va jusque-là. On en revient à la notion de choix, en fait, hein. En fait, ça va vraiment être notre fil rouge de tout cet épisode. Finalement, c'est ton choix à toi. Et quand tu as un choix que tu as envie de faire, il faut aussi l'exprimer Exactement. Et il faut par les mots. l'assumer. Il faut l'assumer. Moi, je dis toujours, j'adore la chanson de Piaf, Non, rien de rien. Non, rien de rien, je ne regrette rien. On ne refera pas le passé. Voilà. Donc, pour ne pas avoir à regretter quelque chose, il faut assumer ses choix. Donc, il faut être capable de dire non. Il faut être capable aussi de dire oui. Il faut être heureuse de dire Oui, oui. Oui, oui, je suis contente que tu m'aies proposé ce poste. Oui, je suis contente de prendre ce projet. Oui, j'en ai envie. Oui, c'est normal. Et pas se dire, je sais pas si je peux le dire que j'ai envie. Mais bien sûr que tu peux le dire. Tu aimes, tu le dis. Tu aimes pas, tu le dis. Mais il faut le dire. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Et donc, et ça permet de se respecter soi-même. C'est presque de l'écologie de soi, hein, voilà. Donc on n'a pas de regrets parce qu'on l'a dit, donc ça c'est vraiment important, essentiel, et il faut absolument l'assumer et toujours l'assumer. merci. Bah, un conseil, c'est trois conseils. Trois conseils pour le prix d'un. Voilà, On exactement. termine du coup, je sais, j'aimerais continuer. J'ai encore au moins 20 questions sur tout ce qu'on a dit, mais à chaque fois, je suis obligée de couper plus tôt parce qu'il faut quand même garder cette heure et j'espère que cette heure-là leur aura apporté plein de belles choses et moi, c'est déjà mon cas. Mais on termine sur les 2 dernières questions. Quel est le pire conseil que tu n'aies jamais reçu, qu'on ne t'ait jamais donné? Le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, ça a été de me dire, «Écoute, ton mari gagne bien sa vie, qu'est-ce que tu t'emmerdes?» Voilà. Et bah non, bah non.
Enfin, oui, alors, moi, je travaille pour gagner ma vie, mais je travaille surtout pour m'épanouir. Voilà. Et si je peux concilier les deux, alors c'est génial. C'est encore mieux. Voilà. OK. Donc, ça, c'était, voilà. Je crois que Le pire. le meilleur qu'on m'ait donné, c'est justement ce grand patron anglais, Tony Rhodes, qui m'a dit, Corinne, euh, je crois que tu es faite pour aller en direction générale. Il m'a dit ça, j'avais 33 ans. J'ai regardé, je lui ai dit, ah, Tony, non, non, faut pas me la faire, quoi. C'était un peu, off. Je me suis dit, de quoi il a besoin? Et il m'a dit, non, je t'interdis de penser comme ça, je te dis, un jour tu seras en direction générale. Mais pour ça veut dire, arrête de te poser des questions, assume tes choix, fais-toi voir. Voilà. Et je suis repartie avec ça dans ma besace. Le soir, j'ai raconté ça à mon mari, et mon mari me dit, bah ouais, bah c'est ce qu'on dit à tous les hommes. Et ah bah ouais, bah j'avais pas compris. Et ça, je crois que ça a été le meilleur conseil. Et je pense souvent à lui parce que c'est vraiment lui qui m'a fait comprendre que parce que je suis pro, j'aurais pas été pro, il m'aurait pas dit ça, hein, mais parce que je suis pro, je peux m'autoriser, j'ai bien m'autoriser à imaginer que peut-être un jour, j'aurai un poste en direction générale. Eh ben, le fait qu'un homme me dise autorise-toi, voilà, ose, autorise-toi, c'était le meilleur conseil. Ouais, et j'entends que derrière, il y a quand même cette idée de ta première étape, ça a été ton professionnalisme. Et c'est ce qui t'a permis derrière de pouvoir. Mais d'ailleurs, c'est vrai également pour les hommes. Je veux dire, euh, en fait, on réussit une carrière quand on est pro. Et on réussit une carrière parce qu'on travaille. Et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que quand on entend ces jeunes, alors, parfois on me dit, ah, tu te rends compte, cet influenceur, ou tu te rends compte, ce jeune qui a fait ce radio crochet, etc. Mais en fait, quand on les écoute, ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui bossent. Enfin, je veux dire, il y a pas de mystère. Le côté, ça descend comme ça, oui, ça descend 5 minutes comme ça sur une opportunité, mais si derrière il n'y a pas de boulot, ça se concrétise pas. Voilà. Donc, c'est professionnalisme, intégrité, intégrité, travail. Je crois que si on remplit ces cases-là, et puis être quelqu'un quand même de d'honnête et de sympa. Je veux dire, non mais je me rappelle enfin, de très vieux patrons qui auraient 100 ans maintenant, qui parlaient à leurs équipes comme à des chiens, qui se comportaient comme des seigneurs, qui pensaient qu'ils avaient pas de vie et de mort sur leurs équipes. Ça, d'abord, aujourd'hui, ça ne serait plus accepté, et heureusement, et Dieu merci. Mais ça ne fait pas ça permet pas de faire une carrière épanouissante, hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir ces atouts-là dans sa manche. Si on les a, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Merci beaucoup Corinne. Je Mais me non, c'est moi. je me permets de te poser une toute dernière question que j'adore, connaître. Qu'est-ce que tu penses qui aurait été différent si j'avais, interviewé un homme? Ah, peut-être ils se seraient pas tant dévoilés, parce qu'en fait, ils ont toujours peur que ça leur nuise. Hem, Malheureusement, souvent, ils ne savent pas partager parce qu'en fait, on revient à ce que dit Christine Lagarde, moins d'ego, moins de testostérone, voilà. Et parce que tu es une jeune femme, peut-être qu'ils auraient été plus dans le côté séduction et charme, parce que malheureusement, pour un certain nombre, ça reste encore. Voilà. Alors, On pourrait ce faire que, tout un épisode sur cette thématique aussi, ce je que je dis, pense. c'est très général et c'est pas vrai parce que j'ai des tonnes d'hommes autour de moi qui ne se seraient pas comportés On comme a ça. des tonnes de Voilà. contre-exemples, évidemment, mais on Mais généralise et tout comme sur les femmes, hein. Il y a exactement, plein de contre-exemples de tout ce qu'on a dit pendant tout le exactement, podcast. exactement. Mais force est enfin, on est forcé parfois de faire ces généralités pour pouvoir en impacter Tout à davantage. fait. Merci Mais infiniment oh, Corinne pour tous merci. tes partages. Pour moi, c'est un C'était grand honneur passionnant. d'être invitée à un podcast comme ça. Donc, non, non, merci beaucoup, merci infiniment. Et voilà, ravie d'avoir partagé ça avec toi et ravie de ce moment d'échange qui est un pur bonheur. De même, merci beaucoup. À très bientôt et pour, ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.